Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette mini-série, toujours avec l'excellent Julien Bottella. Donc on va toujours voir comment on peut mieux tester, si possible avec de l'IA. Et dans le premier épisode, on a pu voir qu'il y avait des activités chronophages de test, notamment sur la préparation, l'exécution, voire dans l'automatisation des tests. Et dans ce deuxième épisode, Julien, je voudrais bien voir avec toi un peu quels sont vraiment les défis de l'exécution manuelle. On peut voir un peu avec toi les difficultés ou la pénibilité qu'il y a d'exécuter ces tests manuels. Euh, voilà. Quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Alors déjà que c'est un mal nécessaire. Voilà. Tout à fait. Il faut bien quelqu'un qui le fasse. Non, mais je veux pas dire qu'il ne faut pas avoir de tests manuels. Il faut avoir des tests manuels. Par contre, voilà, on va avoir forcément des difficultés. C'est forcément chronophage. Et on va avoir, par exemple, à chaque release, euh, une phase de test manuel euh, pour laquelle on a des équipes, nos testeurs sont pas disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on vient créer une forme des fois de goulet d'étranglement qui peut ralentir le rythme des releases parce que effectivement, voilà, ces temps d'exécution sont incompressibles. Et on a besoin de ces tests manuels. On va avoir des ressources soit au sein de nos équipes, soit on va avoir un sous-traitant, soit peu importe, qui vont exécuter tout ça. Mais à chaque fois que l'on va avoir besoin de ce cycle de validation, on va mobiliser fortement les QA. On va les mobiliser, tout ce qu'ils font là où ils vont remplir des champs, faire des clics, etc. Pendant ce temps, pour moi, ils viennent pas travailler sur des parties sur lesquelles ils ont plus de plus-value. Est-ce que un testeur ne ferait pas mieux de faire du test exploratoire, hein, là où il va aller creuser plus largement que sur le scénario qui a déjà été décrit pour éventuellement repérer des soucis au niveau UX, UI, là où il a une vraie plus-value de testeur avec son œil humain. À à la place de faire ça, il va aller regarder des données, remplir des champs, cliquer sur des boutons, valider, etc., pour arriver à pour vérifier le résultat qu'il attend. Là, il a une grosse plus-value. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui sont chronophages, qui prennent du temps, sans parler de systèmes sur lesquels on va passer beaucoup de temps puisque les actions métiers en elles-mêmes prennent du temps. On va avoir des requêtes vers des serveurs, etc. Donc, on pourrait imaginer avoir uniquement des vérifications au moment où c'est important pour le testeur. Et puis, il y a pas mal de problèmes non techniques qui peuvent être remontés par les testeurs, euh, voire se focaliser sur les messages, les labels, les traductions, repérer des frictions. Donc, on parlait du X8 tout à l'heure, repérer des frictions dans le parcours. Si on est focalisé à uniquement faire du clicodrome, entre guillemets, on perd du temps. Enfin, en tout cas, on n'ajoute pas cette valeur-là ou moins cette valeur. Le Euh, plus risque, c'est de poser un peu son cerveau, et il y pas a, parce qu'on clique, mais parce qu'on fait très souvent la même chose et on a la même, pas. L'automate est meilleur pour nous. Répéter la même action et vérifier certaines choses, si c'est bien fait, mais c'est vrai que ça peut être vite, voilà. On peut ben, vite passer à côté de quelque chose parce qu'on est un peu fatigué, parce qu'on est pressé, parce que plein de choses. Mais c'est vrai. Ça, je te rejoins. Le côté exploratoire, pour moi, c'est l'essence même du test et de la qualité. C'est de découvrir les parcours, de faire des choses différentes.
pour être sûr de découvrir des choses qu'on verrait bien avant que l'utilisateur final le fera parce qu'il est passé par un autre chemin. Voilà. Plus ça va, plus on a des applications qui vont être complexes avec des nouvelles fonctionnalités et donc les chemins peuvent être différents. Et je suis d'accord avec toi. Le but, c'est pas de faire tout le temps les mêmes tests, parce que déjà notre produit évolue beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et je suis d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi que c'est un peu le but de l'automatisation des tests, euh, de mettre tout ça en place. Donc, mais est-ce que ça résout tous ces points de douleur ou pas, à ton avis? Non, pas tous, puisque l'automatisation va être efficace hein, pour venir remplacer des assertions très simples, mais euh, on va, on va enlever la créativité du testeur, Ouais. son sens utilisateur. On a besoin de cet œil humain qui va venir autour du scénario qui était prévu, faire des vérifications, vérifier des cohérences, euh, et on a besoin de cet œil humain. Euh, c'est pour ça, encore une fois, que pour moi, les tests manuels sont complémentaires des tests automatisés et ne sont pas en opposition. On a besoin des deux mondes. On a besoin de se donner de l'assurance rapidement à chaque push grâce aux tests automatisés. Mais ça n'empêche que avoir cet œil humain qui est capable d'aller avoir une analyse plus fine euh, lors de tests manuels ou de tests exploratoires, ça reste important. Oui, oui, mais heureusement, et surtout que, qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est que faire des choses de façon répétitive, c'est pas si évident. Ben, la fatigue, On crée de toute façon même, une on- lassitude. oui, ouais, tout à fait. Et puis, quand je vois 10 fois le même écran en 2 semaines, est-ce que je suis encore très concentré? Est-ce que je le vérifie toujours autant ou je me dis oui, bon, bah, celui-là, ça passe, pas Oui, de oui, souci. tout à fait. Après, aujourd'hui, après, c'est une question de budget, mais c'est vrai qu'il y a des outils qui nous permettent de voir si l'écran il a bougé. Il va pas nous dire qu'il y a un problème. Il va dire l'écran a changé. Normal, pas normal. Mais, euh, mais c'est jamais évident, tu vois. Tu vas avoir quelque chose, le bouton d'une couleur, il a changé. Couleur d'un bouton, plutôt, si je dis en bon français, il a changé. Tu vas te dire normal, pas normal. Et c'est aussi compliqué. C'est des choses, je trouve, dans le côté chronophage, tu vas voir avec le dev et dis, bah, je clique sur le bouton, ça, t'arrives quand même à te loguer, face à un nom de problème. Oui, ben, le CSS, la personne du design, bah, a mis une nouvelle version à jour, c'est peut-être normal. Oui, c'est peut-être trompé. Mais il faut l'avoir. Faut le contacter. Faut attendre. Dire, est-ce que je vais ouvrir un ticket, pas un ticket, ou j'ouvre par défaut. Et c'est vrai que des fois aussi, on peut rentrer dans, comme sur cet hyper détail du script, dans l'exécution, on va trop loin dans l'objectif de la campagne de test. Ça peut être quelque chose de très important en fonction du contexte, comme ça peut être quelque chose où on met beaucoup trop d'énergie sur quelque chose. Pas important, il faut juste ouvrir un ticket ou passer à autre chose et pas essayer d'aller comprendre les raisons du pourquoi. C'est peut-être pas le moment. Mais voilà, c'est vrai que ça implique que aussi parce qu'on en a marre de regarder le même écran, on a besoin de faire autre chose aussi. Et là-dessus, on va prendre du temps qui est peut-être disproportionné par rapport à l'activité. Voilà. Mais ça se gomme avec l'expérience. Et puis aussi, bah, tu parles d'expérience, mais on a aussi l'expérience sur le métier, sur l'application en elle-même. C'est indispensable. On a là des équipes quand même qui bougent, hein, on a du turnover et avec l'exécution manuelle, il y a un phénomène aussi. Quand on a une personne qui est plus junior, qui arrive, qui doit exécuter les tests, elle est plus junior dans le métier, je parle hein, de l'application elle-même. Est-ce qu'elle a tous les bons réflexes? Est-ce qu'elle va repérer les mêmes choses? Et du coup, on a des résultats qui peuvent être un peu hétérogènes ou une description du résultat qui va être un peu hétérogène. De la même manière, si on a un testeur vraiment plus senior ou plus junior, avec l'expérience, on sait ce qu'on doit aller vérifier. Enfin, on arrive Non, mais à d'un cibler. côté, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de junior qui arrive avec un œil différent. En vrai, je pense qu'il y a deux contextes. On travaille dans du back-office où les règles métiers sont très compliquées.
Là, il y a des grandes chances qu'ils comprennent pas certaines choses parce qu'il y a une manque de documentation, d'accompagnement, et ça va prendre du temps, 3, 4, 6 mois en fonction du contexte. Quand on est sur des applications plus grand public, je trouve que c'est intéressant d'arriver avec quelqu'un avec un œil neuf, qui maîtrise peut-être pas cette application et qui va être beaucoup plus proche d'un nouvel utilisateur. Et je trouve que il va apporter des feedbacks qui vont être intéressants. Parce que là, on va être vraiment sur un nouvel adhérent, un nouvel utilisateur. Et donc, voilà, une fois de plus, il n'y a jamais une seule bonne réponse à un contexte. Ça fait voilà, tout dépend dans le contexte où on est, de la complexité métier et de ce que on attend d'un apport d'un junior. Faut oublier quand même qu'il apprend aussi son métier un peu aussi. Donc, faut aussi être un peu tolérant là-dessus. Donc, non, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça montre bien quand même qu'on passe beaucoup de temps à faire pas mal de choses et on a un peu initié le problème, enfin, la problématique de temps qui pourrait être mis en place sur l'automatisation. Donc, j'aimerais bien que dans le prochain épisode, on en discute un peu plus et qu'on se dise, bah voilà, est-ce que l'automatisation répond finalement suffisamment à toutes ces problématiques-là? On va pas y répondre maintenant. Restez avec nous pour le troisième épisode et on verra tout ça de façon assez détaillée avec Julien. Restez avec nous et encore merci de nous avoir écoutés sur cet épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.